va s'intéresser à la Russie. Et là, je pense que votre avis sur l'état de droit en Russie sera extrêmement négatif. Il y a deux statuts à éviter sans doute aujourd'hui en Russie, être pacifiste, donc opposant, ou, on le verra dans un instant, ou alors prisonniers enrôlés et envoyés au front. Là-bas, vous allez le voir, ils sont à peine considérés comme des hommes. C'est une enquête du New York Times qui nous le dit. Les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Donc ce sont des témoignages rares recueillis par le New York Times qui nous donnent une idée plus précise de la vie que mènent les prisonniers russes envoyés au front. Effectivement, dans ce long papier, 2 journalistes du New York Times racontent le quotidien de 4 anciens détenus russes devenus soldats. C'est la première fois depuis le début de la guerre que de tels témoignages nous parviennent ainsi. Par souci de transparence, le New York Times dévoile sa méthode. Les récits des soldats ont été obtenus par le biais de messages vocaux au cours des 2 dernières semaines. Certains lors d'entretiens directs et d'autres via des messages fournis par des membres de la famille et des amis. Le journal a pris soin de vérifier chaque identité, tout comme les contrats d'enrôlement qu'ils se sont procurés. Dans cet article qui en ressort, on assiste au témoignage d'un homme en particulier. Son nom, Alexandre, il a rejoint les rangs de l'armée russe depuis le mois de mars. Avant cela, il a purgé une peine de prison dans le centre de la Russie. La raison n'est pas précisée, laissant derrière lui sa femme, sa fille et son nouveau-né. Aujourd'hui, il fait partie précisément des unités appelées Storm Z. Ces unités de combattants constituées en majorité d'anciens détenus, recrutés directement par le ministère de la Défense. Et c'est au début du mois de mai qu'il est envoyé sur les rives du Dniepr, dans la région de Kherson. De cette période, il raconte plusieurs choses. D'abord, le mépris de ses commandants pour les vies de leurs soldats. « Nous sommes envoyés à l'abattoir », dit-il dans l'un des messages audio recueillis. Ils nous disent « Vous n'êtes rien et votre nom n'est rien. Nous ne sommes pas humains pour eux car nous sommes des criminels. » Un autre passage vient étayer ce récit. Il affirme que son unité a été laissée sans nourriture ni eau pendant des jours après avoir demandé à leur commandant d'être relevés. Les détails sont crus. Il a dit qu'il avait vu des chiens ronger les cadavres non récupérés de ses camarades morts, bu de l'eau de pluie et récupérer des décharges d'ordures pour se nourrir. Cela nous donne une idée de la brutalité des conditions de vie, alors même que le front bouge très peu. Le deuxième constat, c'est l'impréparation de son unité. Chaque jour, nous vivons comme au-dessus d'un baril de poudre, dit-il. Même témoignage de la part de son ancien compagnon d'unité, aujourd'hui décédé. « Je cours partout avec un pistolet automatique comme un idiot. Je n'ai pas vu un seul ennemi. Nous ne sommes qu'un appât pour exposer les positions d'artillerie adverses. » Ce qui fait dire au New York Times que les unités composées de condamnés sont devenues l'une des pierres angulaires de la stratégie militaire russe, alors que les combats prolongés ont décimé les forces régulières du pays. Est-ce qu'on a une idée précisément des contrats que passent les prisonniers avec le ministère de la Défense russe ? Eh bien, Alexandre raconte lui-même qu'un salaire de 2000 $ lui a été promis pour un contrat de 6 mois. Dans les faits, rien n'est respecté, ni la durée du contrat. Les survivants russes subissent de fortes pressions de la part de l'armée russe pour qu'ils restent sur le champ de bataille. Ni le salaire évoqué. Les soldats décrivent des paiements de salaire irréguliers, bien inférieurs au montant promis. Ajoutez à cela l'incapacité à percevoir une indemnisation pour les blessures. À ce sujet, il raconte que ces officiers empêchent la collecte des corps sur le champ de bataille, je cite, pour empêcher leurs familles de réclamer une indemnisation, car les soldats morts seraient enregistrés comme disparus plutôt que comme tués au combat. Merci beaucoup, Lucille. Jean-Luc Mercier, d'abord, l'aspect militaire, avant de parler de l'aspect humain, des appâts, c'est ce qui ressort en permanence, c'est-à-dire des hommes qui sont envoyés comme chair à canon pour permettre de repérer d'où part l'artillerie ukrainienne. Il y a presque un côté crime de guerre contre ses propres troupes, d'une certaine façon. Oui, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Ça renvoie à de vieilles pratiques militaires soviétiques, voire russes. Déminer un champ de mine en y envoyant des fantassins
qui se faisaient sauter dessus, et effectivement, ça démine. Mais voilà, envoyer des... on a vu ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Envoyer des soldats avec un fusil pour 2 soldats en disant quand ton camarade va tomber, tu prendras le fusil. De toute façon, il n'y en avait pas pour tout le monde au départ. Donc voilà, ça c'est des choses qui ont existé. C'est tout à fait documenté par les historiens militaires. Bon, donc on voit se reproduire ça. Oui, c'est un manque de respect de la vie humaine assez caractéristique de cette culture militaire très particulière qu'est la culture militaire russe et soviétique ou post-soviétique. Voilà. Après, ne nous trompons pas, toutes les unités de l'armée russe ne sont pas des unités comme ça. Parce que si elles étaient toutes comme ça fait longtemps que les Ukrainiens auraient gagné la guerre. On parle d'un point bien précis. Il y a aussi on parle d'un point bien précis, oui. Voilà. Mais effectivement, ça n'a malheureusement rien d'étonnant. Claude Blanche-Maison, ça nous rappelle qu'on fait le constat souvent, ou on en parle souvent, le prix de la vie n'est pas tout à fait le même côté troupes russes, et alors a fortiori avec des gens qui sont considérés comme des sous-hommes apparemment par leurs officiers. Oui, alors, comme vient de le dire Dominique Marchais, ça existe depuis longtemps, naturellement, en Russie, en Union soviétique. Seulement, il y a longtemps, et dans les précédentes guerres, il n'y avait pas les images. Il n'y avait pas les gens qui pouvaient prendre il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, les Russes ne se rendent pas compte de ce qui se passe avec ça, parce que ça ne peut que circuler. La preuve, c'est qu'on le regarde, mais on n'est pas les seuls à le regarder. Ça circule sur les réseaux sociaux, et ça va avoir un effet ravageur, parce que ça finira par arriver dans les tréfonds de la société russe. On le dit depuis des mois, cela dit. Il y a des histoires comme ça qui n'ont pas forcément un effet ravageur. Ludmila Totieva, d'abord. Non, je ne pense pas qu'il y aura un vrai effet qu'on s'attend à voir chez la population russe. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que justement, cette année-là, le gouvernement russe, ils ont adopté une nouvelle loi qui permet de justement recruter, donner des contrats aux prisonniers ou des personnes qui sont en prison, des criminels, pour qu'ils s'engagent dans l'armée. C'est-à-dire ce que Wagner récupérait en essayant de faire toute cette démarche pour avoir plus de personnes pour leurs troupes, c'est maintenant à la ministère de la Défense qui relève l'armée régulière maintenant, cette possibilité. Après, effectivement, pour moi, ce qui est le plus frappant, enfin pas frappant, mais ce qui fait quand même résonner certains autres souvenirs et d'autres choses que j'ai lues, c'est sur le fait que les cadavres des soldats russes ne sont pas récupérés. Et qu'effectivement, il y a cet enjeu-là financier. Pour éviter de payer une prime au décès ou une pension. Ouais. Parce qu'effectivement, vous allez avoir un moins d'argent en tant que famille si votre père ou frère est disparu et pas tombé au combat. Et encore une fois, c'est une relation envers la vie humaine différente. Après, je ne sais pas si, par exemple, effectivement, il y a une position plus dénigrante vers ceux qui sont dans l'armée russe, je veux dire des criminels. Mais de l'autre côté, je ne vois pas qu'il y a d'autres types de relations beaucoup plus valorisantes envers même les personnes qui sont dans les mêmes unités. Parce que très souvent, ce qui se passe, et s'ils s'enfuient, ils peuvent laisser leurs camarades derrière. Voilà, c'est aussi cette situation où tu te dis, t'es juste un pion, t'es personne, t'es rien, comme c'était dit dans cet entretien. La personne, elle se sent comme si il était rien. Mais pourtant, on a l'impression, Nadejda Koutepova, que ça ne ruisselle pas, ça ne percole pas dans la société russe. C'est-à-dire que même s'il y a des témoignages, que beaucoup de choses commencent à être assez clairement documentées, alors souvent par des médias occidentaux, hein, il faut faire la part des choses, ça n'arrive pas vraiment dans la société russe. Parce que votre compréhension de cette situation est basée sur le vue occidental. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe mal, il y a des signaux de, je ne sais pas, de violation de droits, et les gens concrets qui sont victimes et leur entourage réagissent. Par exemple, si on compare la situation avec la France, après c'est législatif qui réagissent et après c'est l'État qui réagit. Mais en Russie, il s'agit de deux systèmes très fermé, le système militaire, ministère de Défense, et le système pénitentiaire, système de prison russe, qui sont totalement qui sont totalement fermés à partir de l'Union soviétique et qui torturent les gens, je dirais, a priori. Ça veut dire que chacun qui va à prison, chacun qui va à l'armée, pendant l'époque de Poutine, de Yeltsin et auparavant, il subit ce type de relation.
il y a un proverbe russe qui dit aux gens que c'est moi qui est chef, tu es fou. C'est toi qui es chef, moi je suis fou. Et ça marche sur le système fermé militaire et pénitentiaire comme ça. Et les ONG qui signalaient cette situation à l'État pendant plusieurs années, parce que vous savez que les gens qui ont subi ce type de choses, ils voulaient oublier immédiatement, comme les gens qui voulaient oublier Goulag. Ils voulaient oublier, ils ne veulent pas s'implémenter, ils ne veulent pas s'occuper, ils veulent sortir et oublier. Et c'est juste des ONG, je dirais des activistes qui se sentaient implémentés personnellement, comme pour histoire personnelle. Ils faisaient quelque chose et qui était reconnu, soit c'est mères des soldats, soit c'est Russie assise d'Olga Romanova, qui étaient reconnus comme des agents étrangers, des traiteurs d'État. Et les ONG fermes. Oui. Comme deux systèmes se marier, pénitentiaire et militaire, et on voit le double brutalité. Mais ce qui me choque aussi en tant que Russe, même je suis citoyen russe, que ces militaires qui ne sont pas tous cadavres, qui sont mutilés, qui rentrent à la Russie, et c'est déjà des milliers, pourquoi ils gardent ce silence impardonnable vers leurs confrères? Parce que vous savez que les hommes se racontent, ils se boivent ensemble, et après, ils doivent raconter, écoute, il n'y a pas ni naziste, et on a traité comme ça. Ah mais non, ils ont aussi peur du système. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont peur du système. Effectivement, on va parler du système en Russie même ou en Crimée. La première histoire est en Crimée. Alors elle va vous sembler peut-être incroyable. Il s'agit de 3 jeunes femmes que nous avons floutées, qui sont des jeunes employées d'un parc aquatique en Crimée. Et elles ont commis le crime d'avoir dansé sur une musique patriotique ukrainienne. Immédiatement, elles ont été en quelque sorte humiliées en public et contraintes, vous allez les entendre, de réciter en quelque sorte un texte à la gloire de Vladimir Poutine, tout en payant une amende, bien sûr. Я Подлесна Анна Алексеевна, Борисенкова Елена Артемовна, Курочкина Мария Викторовна. У всех граждан Российской Федерации мы просим прощения за наш необдуманный проступок, который мы совершили в городе Алушта, в аквапарке. Еврозапад взбеленился, грязной ложью навалился. Вежливо ответил Путин: нас не трогать, мы не шутим. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Poutine не предал. Voilà, obligé de chanter, Claude Blanche-Maison, ça rappelle d'autres époques. Vous ne voyez pas leur visage, mais ce sont vraiment des gamines, elles ont 19 ans, 20 ans. Ce sont presque encore des enfants d'une certaine façon. Peut-être il faut commencer quelle chanson elle chantait, parce que c'est très important. C'est une artiste qui s'appelle Verka Serdyuchka, et en vrai c'est un homme qui se déguise dans une femme très traditionnelle, très soviétique. Moi j'adore, et on connaît tout à mémoire les mots de ces chansons. Il y aura un concert en août à Nice, je vous invite à y participer, parce que c'est super artiste. À Nice, on peut. En Crimée, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Elles vont payer une amende. Puis surtout, il y a cette humiliation publique qui rappelle peut-être l'URSS d'ailleurs, ou d'autres régimes. Oui, ou la Corée du Nord, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Oui. C'est à l'image, en effet, de la Corée du Nord. Et certains aspects de la société russe tendent, en effet, au fur et à mesure que le pays se referme, à certains travers pris depuis longtemps en Corée du Nord. Oui, en effet. Jean-Luc Merchet. Bon, s'il ne fallait pas comment dire, on hésite entre le rire et les larmes. Voilà. Si on n'était pas... Elles ont dû pleurer un peu, les 3 jeunes en question. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Tout est ridicule. Voilà. Et ça prouve le ridicule du régime de faire ça. Voilà. Donc, je préfère en rire à défaut d'en pleurer, comme disait Beaumarchais. Alors, voilà. En tout cas, ça peut avoir malgré tout un effet dissuasif. Nous, on en rit dans un plateau à Boulogne-Billancourt, mais c'est tellement grotesque. En Crimée occupée, peut-être un petit peu moins. Il y a 2 choses importantes sur justement l'artiste ukrainien populaire Verka Serdyuchka. Dans la chanson qu'on voit qu'il récite la chanson ukrainienne, il y a une ligne très importante qui dit « L'Ukraine n'est pas encore morte si on fait la fête d'une telle manière ». Et c'est une chanson qui était déjà pour cette ligne même
la Russie, elle fait tout un cas. Il n'y a rien qui parle de Poutine, il n'y a rien qui parle de quoi que ce soit. Mais ça, c'est une partie de l'hymne national qui était prise. Après, bon, il s'était rajouté. C'est comme ça voilà, quand on fait la fête. Et la deuxième chose, c'est qu'avant cet artiste populaire, Verka Serdiuk, avant la 2014 et l'invasion, la première phase de l'invasion de Poutine, il était très connu et très adoré par les Russes. Y compris par les Russes, oui, c'est ça. De concerts. Des TV étatiques. Oui, justement, il était dans tout ce qui est télé, Первый канал, Всемирная сеть, tout ça. Il était là. Et maintenant, ce que je voulais en déduire, c'est que Poutine, il fait une vraie guerre contre l'identité ukrainienne, contre l'Ukraine, contre la culture, contre tout ce qui est ukrainien. Alors, avec ce cas qui paraît complètement ridicule, je suis d'accord, mais ça rappelle plutôt l'époque soviétique de Staline, avec des répressions sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et voilà. Ça ressemble à la révolution culturelle chinoise avec les autocritiques. Oui, c'est ça. Tout ça est grotesque. C'est très Mao, effectivement. Et un détail intéressant qui caractérise la société qui soutient Poutine, parce que par qui a été dénoncée cette chanson? Vous savez que Poutine n'a pas suffisamment de ressources pour écouter chaque chanson, non, parce qu'il soutient des initiatives citoyennes qui dénoncent tout cela, et ça s'appelle Smersh. C'est une équipe pendant la Seconde Guerre mondiale qui suivait des traîtres de chambres de bataille soviétiques. Donc c'est des délateurs qui vont ensuite le dire aux autorités. Alors on revient en Russie cette fois, parce que les procès se multiplient parfois pour des peccadilles, vous allez voir, avec des peines qui sont de plus en plus lourdes, comme cet homme qui s'appelle Dmitri Chourikine. Son crime à lui, c'était simplement d'avoir brandi une affiche pour expliquer qu'il était contre la guerre. Il disait: désolé, l'Ukraine. Il se retrouve devant un tribunal. Il a écopé d'1 an et demi de prison ferme. Et il a quand même eu le courage, puisque le procès était filmé, de dire quelques mots. Écoutez. Какое отношение то безумие, которое творится в Украине, имеет к идее защиты наших интересов? Разве до начала специальной военной операции агрессивный, по мнению наших властей, блок НАТО стоял в 100 километрах от столицы Северной? Теперь вот он, через залив, рукой подать. Claude Blanche-Maison, il faut avoir un peu d'estomac malgré tout pour, au moment où une peine d'1 an et demi de prison est prononcée, dire ce genre de choses. C'est curieux que le tribunal ait autorisé cette prise de vue. C'est assez étrange, parce que ces procès étant totalement fabriqués, le scénario est écrit par avance, la condamnation est décidée à l'avance, et c'est assez curieux que, en effet, cette réaction, qui est un espace de respiration quand même, ait été autorisée et diffusée. Oui, on voit d'ailleurs d'autres moments sur les images, les juges qui restent quoi d'ailleurs, qui l'écoutent. Ça dure pas très longtemps, mais il explique, Jean-Luc Merchet, un peu une forme d'absurdité de la guerre, ce qui doit correspondre malgré tout, je vous demanderai aussi, à une voix en Russie, même si elle est, on s'en rend bien compte, étouffée. On voit que le régime russe s'engage dans une voie de répressive absolument sans issue. On le voit bien, il réprime à la fois les gens comme cet opposant, mais il réprime aussi les ultranationalistes qui trouvent que Poutine est trop doux et que les Ukrainiens, il faut les exterminer jusqu'au dernier. Bref, tout ça montre effectivement un durcissement du régime qu'on observe depuis longtemps. Alors, est-ce que on en est resté aux vieilles pratiques léninistes ou staliniennes? Le parti se renforce en s'épurant. Donc, c'est bien possible. C'est qu'il y ait cette conviction, c'est que à partir du moment où on vire et on emprisonne et on fait taire les opposants, on se renforce. C'était la logique politique à l'œuvre à l'époque léniniste et stalinienne. On la voit ressurgir aujourd'hui, mais ça finira de la même façon, c'est-à-dire mal pour eux. Voilà. Mais
En attendant ça, il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent très inutilement, dont les jeunes Ukrainiennes, les jeunes Ukrainiennes d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure, et ce malheureux opposant condamné à 1 an et demi de prison pour simplement avoir exprimé une opinion. Alors, tous les ultras ne sont pas concernés par les foudres de la justice. On apprenait aujourd'hui même que, vous vous rappelez sans doute ce responsable de Russia Today qui avait recommandé de noyer tous les enfants ukrainiens. Il y avait eu un dépôt de plainte. Bon, aujourd'hui, la justice, vous le voyez, vous ne lisez peut-être pas le russe, mais explique que schématiquement, on a le droit de dire ce genre de choses. Donc, lui ne sera pas poursuivi, en revanche. Dès qu'il s'agit des Ukrainiens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les tuer, faire tous les crimes de guerre possibles. Effectivement, il y a, du point de vue russe, il y a quand même une rationalité saisissante dans ce que le régime russe est en train de construire. Poutine est en train de bien épurer et éliminer toute l'opinion descendante, que ça soit bien solide, que tout le monde croit la même chose, au moins que tout le monde n'exprime, les gens qui veulent dire autre chose, ils ne l'expriment pas. C'est d'ailleurs là on se dit voilà pourquoi il n'y a pas d'opposition, pourquoi les gens ne vont pas manifester. Ben voilà, ils verrouillent le système pour justement bien solidifier ses règnes. Pourquoi ? Parce que la guerre va continuer. Parce que Poutine, il est très résolu dans son ambition d'exterminer l'Ukraine, d'éliminer l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Et pour ça, il va faire tout. Parce que de ça, son régime dépend. Effectivement, il va faire tout pour qu'il puisse rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et pour lui, il peut continuer cette guerre jusqu'à 2036 et au-delà de ça. Et il va tout faire. Il fait déjà. Alors là, on a parlé d'anonymes. Parlons maintenant, évidemment, on va revenir sur Alexeï Navalny, qui a écopé d'une peine supplémentaire de 19 ans il y a quelques jours. On pourrait parler de Kara-Murza, on pourrait parler pratiquement de tous les opposants politiques cette fois. Cette semaine, c'est le procès de cette femme que vous allez découvrir, qui s'appelle Fadeyeva, qui est une proche de Navalny. Procès pour extrémisme, toujours. C'est le nouveau motif d'inculpation pour les opposants politiques. On aura sans doute le verdict vendredi. A priori, elle devrait être condamnée comme tous les autres. On voit aussi qu'il y a, on la voit à côté de Navalny, qu'il n'y a pratiquement plus de recours politique dans cette société, en tout cas du côté de l'opposition. Non, parce que les tribunaux sont complètement dans la main du Kremlin. Il y avait un vague espace de recours jusque avant cette guerre stupide, qui était que le citoyen russe, figurez-vous, pouvait faire un recours devant le Conseil de l'Europe, puisque la Russie a été membre du Conseil de l'Europe et qu'elle en a été expulsée qu'au moment où elle a commencé cette guerre. Et bon, ça n'avait en effet aucun sens qu'elle soit membre du Conseil de l'Europe, mais c'était un cadeau qui avait été fait à Yeltsin pour l'aider à se faire réélire, l'intégrer. Alors effectivement, on parle des droits de l'homme tous les matins et tous les soirs au Conseil de l'Europe, mais ça avait un mérite, c'est qu'il y a une Cour européenne des droits de l'homme qui fait partie du Conseil de l'Europe, et donc il y avait un juge russe parmi tous les juges, etc. Et les citoyens pouvaient faire un recours, et généralement ils le gagnaient. Et pendant toute une période, le gouvernement russe payait les amendes auxquelles il était condamné. Et donc, voilà. Et à un moment où il avait failli se faire expulser, c'était au moment de la première annexion, de l'annexion de la Crimée. Et ils ont manœuvré pour rester dans ce Conseil de l'Europe. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils attachaient du prix à rester dans un organe fréquentable de l'Europe, qui s'appelait le Conseil de l'Europe. Et ça avait un avantage, c'est que les dissidents russes, il y avait énormément de recours, ça occupait la Cour européenne des droits de l'homme à temps plein, pratiquement, tous ces recours, et c'était un petit avantage. Ça n'existe plus. Oui, mais ça, c'était avant. J'ai aussi une dette devant moi, parce que j'ai gagné la Cour européenne en étant nommé agent étranger, et l'année précédente, on a gagné. Et maintenant, à Viagère, la Russie me doit 10 000 euros. Ah, vous-même, vous vous êtes retrouvé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, tous les ONG, la plupart des ONG qui ont été reconnues par leur activité différente de droits de l'homme, d'écologie, qui sont nommées par agents étrangers, on a gagné 65 ONG ont gagné le procédure l'année précédente. C'était en quelle année ? 2021. 21. Aujourd'hui, si vous retourniez en Russie, votre pays,
Que se passerait-il? Vous n'auriez évidemment aucun recours possible. Non, que se parce que passerait-il la Russie est sortie de la Convention européenne. Maintenant, il ne prend pas le recours de la Russie et la Russie ne se sent pas obligée à payer. Mais car c'est à viagère, l'avenir long, j'attends qu'un jour, je vais recevoir 10 000 euros de la Russie. Ah oui, peut-être. Et vous pourrez retourner surtout là-bas. Comme l'a dit ma voisine tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente, en effet, et que la guerre est devenue un élément indissociable, consubstantiel du type de gouvernement de Poutine. Il a besoin d'une guerre. Si ce n'était pas celle-ci, il faudrait que ce soit une autre. Oui. Partagé par vous, Jean-Denis Merchet. On va s'intéresser à Poutine dans une autre dimension. Il a choisi cette guerre. Il a choisi de rentrer dans cette guerre, alors qu'il n'était l'objet d'aucune agression, rien du tout. Il a décidé délibérément de rentrer dans la guerre, ça fait partie de son projet politique, oui, bien sûr. Alors, c'est toujours sous prétexte à expliquer quelque chose des défauts, des corruptions en Russie. Par exemple, vous voulez construire une route. Et le gouvernement vous dit, écoutez, tout l'argent envoyé, vous connaissez où? Ça veut dire à la guerre. Nous ne pouvons pas. Hier, explosion à Makhachkala, il y avait des violations de règles de sauvetage. Et c'est quoi? C'est la guerre aussi, c'est pourquoi on a manque d'argent. Là, vous parlez du